L'Iran, vilipendé ou admiré, ne laisse personne indifférent. Il faut reconnaître que dans notre imaginaire collectif, l'Iran est le pays des mollahs et des ayatollahs, bref, de tous ces barbus enturbanés qui ne supporteraient pas le charme et la beauté d'une femme et qui auraient toujours à portée de main un missile prêt à envoyer, sans discernement et gratuitement, sur n'importe quel autre pays. Ça, c'est pour le cliché. Or, avec un peu de recul, rien n'est totalement blanc et rien n'est tout à fait noir. La réalité est beaucoup plus complexe et autrement plus subtile qu'on ne le pense. Et pour voir les choses plus clairement, il faut se défaire de tous ces préjugés, instillés par un ennemi juré et qui n'est pas n'importe lequel, l'hyperpuissance américaine, depuis la chute du Shah, en 1979. Toutefois, une question, un petit pays faible, sans passé, sans présent et sans avenir serait-il la cible d'injures impuissantes de la part des États-Unis ? Un tapis de bombes aurait suffi aux Américains pour calmer ces barbus enturbanés, puisqu'ils l'ont déjà fait avec d'autres pays. Non, les Américains connaissent-ils mieux les capacités de l'Iran que nos intellectuels et nos experts des plateaux télé et de tous les médias? Oui, sans aucun doute. Le renseignement américain est certainement plus informé que nos spécialistes de l'information. Alors, l'Iran serait-il différent des autres, de tous les autres? Très probablement, c'est ce qu'on va voir. Le nom Iran signifie littéralement « royaume des Ariens ». Arien, signifiant noble. Littéralement, l'Iran est donc le royaume des nobles. Le nom Iran a été officiellement adopté par décret publié le 21 mars 1935 par Reza Pahlavi. Autrefois, le pays était connu sous le nom de la Perse, car pendant la dynastie des Achéménides, 559 à 330 avant Jésus-Christ, les Iraniens appelaient leur territoire Parsa, du nom de l'empire de Cyrus le Grand de la tribu perse qui existe à ce jour, sous le nom de Pars, ville d'Iran. En 1959, le gouvernement annonce que les deux noms Perse et Iran peuvent être utilisés de façon indifférenciée. En 1979, l'ayatollah Khomeini proclame la République islamique d'Iran, sans en exclure les noms de Perse et d'Iran qui sont largement utilisés. L'Iran, une géographie avantageuse. L'Iran est un pays montagneux et partiellement désertique d'une superficie de 1 600 100 km². Pays frontalier avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie et l'Irak. L'Iran a accès sur le golfe Persique, le golfe d'Oman et la mer Caspienne. Cet accès sur les lignes maritimes des hydrocarbures est hautement stratégique. Le relief iranien est dominé par plusieurs chaînes de montagnes. Le sommet le plus haut de l'Iran, le mont Damavand, culmine à 5610 mètres. Quant au réseau hydraulique, il compte peu de cours d'eau importants. Le Karun, 725 km, le plus long cours d'eau d'Iran et la seule voie navigable, est un affluent du Chat el Arab, un fleuve du bassin du golfe Persique. Le climat, d'une façon générale, aride ou semi-aride occupe la plus grande partie du pays. Même si la plaine côtière caspienne connaît des températures qui tombent rarement en dessous de zéro en hiver et le climat y reste humide toute l'année. Et, à l'ouest du pays, dans les vallées et le mont Zagros, connaît aussi des températures moyennes souvent en dessous de zéro et de fortes chutes de neige en hiver. Les sous-sols iraniens sont particulièrement riches en ressources naturelles. Deuxième réserve de gaz naturel et troisième de pétrole au monde. Le territoire comporte également des ressources de charbon, de chrome, de fer, de plomb, de manganèse, de zinc et de soufre. Population. La population iranienne est estimée, en 2023, à 88 millions d'habitants. L'Iran applique une politique de maîtrise de son fort taux de fécondité, passant de 5 enfants par femme au début des années 1980 à 2 aujourd'hui. Une politique de maîtrise des naissances plus proche du régime communiste chinois que d'une quelconque théocratie. N'est-ce pas un paradoxe? Quant à la répartition géographique de la population, elle a connu un bouleversement. Au début du XXe siècle, la population urbaine était à 10% de la population iranienne, elle est passée à 70% en 2010 et à plus de 79% en 2022. Les plus grandes agglomérations urbaines d'Iran sont Téhéran, la capitale, avec ses 8,5 millions d'habitants, Meshed dans le Khorasan au nord avec 3,5 millions d'habitants, Ispahan au centre avec 2 millions d'habitants et Shiraz avec 1,8 million d'habitants. La situation géographique de l'Iran en fait un pays de transit et de destination des migrants.
L'Iran est l'un des pays, sinon le pays qui a accueilli le plus de réfugiés au monde. Le gouvernement iranien a accueilli presque 4 millions de réfugiés afghans, 1 million d'Irakiens, des milliers de Syriens. En termes d'accueil des réfugiés, l'Iran dépasse largement les pays de l'UE et les États-Unis, réunis. Beaucoup de chrétiens syriens et irakiens ont choisi l'Iran pour destination. Un autre paradoxe pour le régime des mollahs qu'on pensait totalement insensible à la détresse des autres, surtout quand ils sont d'une autre confession. Enfin, la propagande, les clichés et les préjugés ont la peau dure. Et ce ne sont là que les chiffres et les conclusions données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, que nul ni personne ne peut accuser de connivence avec l'Iran. Signalons au passage que l'Iran n'est pas un pays d'émigration, loin de là. Les Iraniens ne quittent pas facilement leur pays et la diaspora iranienne est estimée à environ 2 millions de personnes. La plupart des Iraniens ont émigré en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis et en Australie, dans les pays du Golfe Persique et Israël, après la révolution de 1979. En 2023, le solde migratoire est négatif, moins de 30 000 personnes par an quittent leur pays. Une des émigrations les plus faibles du monde. Éducation. L'autre paradoxe est le niveau d'éducation de la jeunesse. Le taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans est proche de 99% chez les hommes comme chez les femmes. Il faut rappeler qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Le système éducatif iranien a su développer des points forts dans les domaines de la physique, de l'informatique, de la médecine, des mathématiques. On parle plus de grands physiciens iraniens, toujours associés au domaine nucléaire et beaucoup moins des autres grands scientifiques. D'ailleurs, il est bon de rappeler, car c'est tout un symbole, la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les découvertes en mathématiques, décernée tous les 4 ans, a été attribuée en 2014, pour la première fois, à une femme, Mariam Mirzakhani, et elle est iranienne. Rappel historique. L'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, a donné naissance au premier empire à vocation universelle. Les territoires iraniens ont abrité des civilisations qui ont marqué de leur empreinte toute l'histoire de l'humanité. Ces civilisations n'ont rien à envier aux civilisations occidentales et orientales. D'ailleurs, à la différence de leurs voisins, les Iraniens, qu'on les aime ou qu'on les déteste, ne souffrent d'aucun complexe, ni envers l'Occident et encore moins envers l'Orient. Et, contrairement à beaucoup d'autres peuples, les Iraniens n'ont aucune revanche à prendre sur personne, sinon sur les aventuriers qui ont tenté, depuis la Première Guerre mondiale, de mettre la main sur leurs réserves pétrolières et leurs richesses minières. C'est au cours du second millénaire avant notre ère qu'arrivent sur le plateau iranien divers peuples, provenant d'Asie centrale. Au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, les Mèdes, groupe de tribus établis au nord et au nord-ouest du pays, établissent leur pouvoir sur la région. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, les Mèdes et les Babyloniens se libèrent définitivement du joug assyrien en prenant Ninive en 612 avant Jésus-Christ. C'est à la même période qu'apparaissent les premières sources mentionnant Cyrus Ier, roi d'Anshan, petit-fils d'Achéménès, fondateur du premier empire perse, celui des Achéménides. Les Achéménides édifient un immense empire qui s'étend de l'Inde à l'Égypte, organisé en régions administratives perses, reliées entre elles par un vaste réseau routier. Rappelons que ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, un texte datant de Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ, après la prise de Babylone, est la première trace écrite d'une déclaration des droits de l'homme. Un autre paradoxe, non ? En novembre 333, le conquérant macédonien, Alexandre le Grand, défait l'armée perse commandée par Darius III, à la bataille d'Issos en Cilicie. Les généraux d'Alexandre le Grand établissent alors la dynastie des Séleucides, qui s'effondre à son tour en 60 avant Jésus-Christ. L'empire parthe, fondé par Arsas et Tiridate en 250 avant Jésus-Christ, leur succède jusqu'en 224, quand le roi Artaban IV est défait par un de ses vassaux perses. Une nouvelle dynastie est encore née, les Sassanides, qui donnent naissance au second empire perse, 226 à 651. Les Sassanides furent les premiers à appeler leur empire Iran-Char, en Perse terre des Ariens. Les Sassanides, dynastie nationale iranienne, originaire du Fars, en Iran, et qui, entre 224 à 226 et 651 après Jésus-Christ, a édifié un empire allant de la Mésopotamie à l'Indus. Il s'agit d'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'Iran.
La civilisation perse s'accomplit dans de nombreux domaines et influence considérablement le monde romain. L'influence culturelle atteint l'Europe, l'Afrique, la Chine et l'Inde et continue durant la période islamique. Rappelons que le territoire de l'Empire sassanide englobe la totalité de l'Iran actuel, l'Irak, l'Arménie d'aujourd'hui, le Caucase, l'Afghanistan occidental, une grande partie de la Turquie actuelle, la Syrie, des parties de la côte de la péninsule arabique, du Golfe Persique et du Pakistan. Sous l'Empire sassanide, sont réalisés de grands travaux publics, comme les canaux d'irrigation, de grandes agglomérations et à Gundishapur d'une école médicale fondée sur les théories grecques. Beaucoup de savants et philosophes grecs ont été accueillis par la dynastie nationale iranienne après la fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes en 529. La conquête arabo-islamique de la Perse, 633 à 654 arrive à la fin de l'Empire sassanide. Sous le califat d'Omar et de ses successeurs, les Arabes se sont installés dans les villes de garnison et ont évité les guerres frontales contre les Perses. Face au déclin de la religion zoroastrienne en Perse, la plupart des peuples iraniens se convertirent à l'islam à partir du zoroastrisme. Une partie de la population refusant l'islamisation de la Perse, s'est réfugiée en Inde où ses membres sont devenus les Parsis. Les Perses, zoroastres, juifs et chrétiens qui ont refusé de se convertir à l'islam étaient autorisés à pratiquer leur foi, moyennant le paiement d'une taxe, la jizya. Il faut noter que le processus de conversion à l'islam a duré très longtemps. Quant à l'arabisation, contrairement aux pays du Maghreb, par exemple, elle n'a pas du tout abouti et les Iraniens dans leur écrasante majorité parlent la langue persane. Les quelques mots arabes incorporés dans le vocabulaire ne sont utilisés que dans le domaine strictement religieux. Rappelons que les Iraniens ont adopté l'islam chiite, 10% des musulmans, et ne reconnaissent comme légitime que le quatrième calife, Ali, cousin de Mohammed ayant épousé sa fille et ses successeurs, alors que les sunnites, 90% des musulmans, reconnaissent les 3 premiers califes, terme qui signifie successeur. Il faut rappeler aussi que la profession de foi chiite intègre, en plus de Allah et de son messager, Ali, le cousin du prophète Mohammed, alors que chez les sunnites, elle ne tient compte que des 2 premiers. C'est un détail, mais un détail qui a toute son importance. L'histoire moderne de l'Iran, ancien empire multiethnique et multiconfessionnel, a évolué au fil du XXe siècle, sous la dynastie Pahlavi, du Shah d'Iran, et la République islamique, en un État-nation qui a gardé certaines constantes de son histoire plurimillénaire. Les relations de domination puis de rejet des puissances étrangères ont rythmé les étapes de l'évolution de l'Iran, fier de son passé, de sa singularité et de son indépendance. Il faut noter que l'Iran n'a jamais été colonisé. Jamais un colon quel qu'il soit n'a mis les pieds sur le territoire iranien. La dynastie Kadjar, dynastie iranienne d'origine turkmène, installée sur les bords de la mer Caspienne depuis les invasions mongoles qui régna sur l'Iran de 1789 jusqu'à sa déposition par le Parlement en 1925. La dynastie Pahlavi, ce vieil empire multiethnique, devenu au fil du XXe siècle, sous la dynastie Pahlavi puis sous la République islamique, un État-nation centralisé, présente quelques constantes remarquables. À partir du début du XIXe siècle, l'Iran a commencé à être la cible de 2 grandes puissances mondiales, la Russie et la Grande-Bretagne qui s'opposent dans le grand jeu. Ce qu'on appelait alors le grand jeu était simplement la rivalité coloniale et diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni en Asie au XIXe siècle. L'intérêt des Britanniques pour l'Iran était de protéger les routes commerciales vers l'Inde alors que l'intérêt des Russes était d'avoir un accès à une mer chaude. La Russie et l'Angleterre ont interféré dans les affaires internes de l'Iran à cause de la corruption de la classe dirigeante iranienne. Le peuple iranien était alors exploité par ses dirigeants. L'Angleterre et la Russie ont pu tirer profit de cette situation, mais pas pour longtemps. La Perse a commencé à se moderniser sous le règne de Nasreddin Shah II, a réformé le système fiscal, renforcé le contrôle central sur l'administration, encouragé l'industrie et a réduit l'influence du clergé chiite et des puissances étrangères. Il fut assassiné en 1896 par son entourage qui craignait pour ses privilèges. De la Première Guerre à la Deuxième, c'est une période placée sous l'influence britannique. Les Anglais étaient de plus en plus intéressés par la mise en place d'une relation privilégiée avec l'Iran après la découverte de pétrole en 1908.
l'accord anglo-persan de 1919 a été refusé par le Parlement perse. Reza Khan prend le pouvoir à Téhéran et devient Reza Shah Pahlavi en 1925. Il a fait entrer l'Iran dans une nouvelle phase de son histoire. Il a d'abord envisagé de faire de la Perse une république, en suivant le modèle d'Atatürk en Turquie, avant de renoncer face à l'opposition du clergé chiite. Reza Shah avait des plans ambitieux pour moderniser la Perse. Il tente de renégocier un accord plus favorable à la Perse avec la compagnie pétrolière, l'Anglo-Persian Oil Company. Il a développé l'industrie lourde. Il a mis en œuvre des projets d'infrastructures majeurs dont la construction d'un chemin de fer, le transpersan. Il crée un système éducatif public national. Il a réformé la justice, jusque-là contrôlée par le clergé chiite, par la promulgation du Code civil etc. Le 21 mars 1935, il demande officiellement à la communauté internationale de ne plus utiliser le nom perse pour se servir du nom Iran pour désigner son pays. Il ordonne la même année, s'inspirant de Mustafa Kemal, l'interdiction du port de voile pour les femmes et l'obligation de porter un habit occidental pour les hommes. Malgré les avancées que Reza Shah a fait faire au pays, son style de gouvernement dictatorial lui vaut de grands ressentiments parmi la population. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Reza Shah a déclaré la neutralité de l'Iran. Poussé par Staline, Reza Shah abdique en faveur de son fils Mohammad Reza Pahlavi qui devient Shah d'Iran. Le nouveau Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, signe alors un traité tripartite avec la Grande-Bretagne et l'Union soviétique par lequel le pays accepte d'apporter une aide à l'effort de guerre, tandis que l'Union soviétique s'engageait à respecter l'intégrité territoriale de l'Iran. En septembre 1943, l'Iran déclare la guerre à l'Allemagne. La conférence de Téhéran a réuni, en décembre 1943, les trois principaux dirigeants des Alliés, Staline, Roosevelt et Churchill où une décision politique et 2 décisions militaires y sont prises, dont le débarquement en Normandie en juin 1944 et le principe d'un démembrement de l'Allemagne. Le choix de Téhéran, par Roosevelt et Staline, n'était pas anodin, il est dicté par des considérations historiques, politiques et géopolitiques et les deux hommes connaissaient parfaitement l'histoire de la région et le rôle que pouvait jouer l'Iran. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques quittent Téhéran le 19 mai 1945, mais une partie des troupes est restée dans la zone pétrolière du Sud, contrairement aux Soviétiques qui n'ont évacué le territoire iranien qu'en décembre 1946, après une grave crise diplomatique. L'influence soviétique diminue encore plus en 1947, quand l'Iran et les États-Unis signent un accord portant sur de l'aide et le conseil militaire afin d'entraîner l'armée iranienne. En février 1949, le Parti communiste iranien, Tudeh, accusé d'une tentative d'assassinat sur le Shah est interdit. C'est à partir de l'interdiction du Parti communiste, proche de l'Union soviétique, que commence l'influence américaine en Iran. En 1953, le Premier ministre iranien Mossadegh entreprend la nationalisation du pétrole. Il sera éloigné du pouvoir à la suite d'un complot, l'opération Ajax, orchestré par les services secrets britanniques et américains. Après la chute de Mossadegh, le Shah d'Iran, appuyé par les Américains, met en place un régime autoritaire et dictatorial. Bien que les conditions économiques se sont un peu améliorées, le Shah a continué à imposer des restrictions de plus en plus contraignantes aux classes les plus pauvres. En octobre 1967, le Shah se couronne lui-même. En 1971, l'Iran invite des dignitaires étrangers à Persépolis pour la célébration des 2500 ans de continuité monarchique, ce fut malheureusement le sacre de Bokassa avant l'heure. L'adulation excessive rendue à la personne du Shah provoque des sentiments adverses dans la population iranienne. Totalement déconnecté des réalités immédiates du peuple iranien, en 1975, le Shah fait même voter une loi afin que le début du calendrier persan coïncide avec le début du règne de Cyrus le Grand plutôt qu'avec le début de l'ère islamique. La répression violente envers les opposants politiques de tous bords, la rente pétrolière ne profitant qu'à une petite minorité, conjuguée à une occidentalisation rapide mettant sur le carreau des millions d'Iraniens, ont créé des mécontentements profonds au sein de la population iranienne, préparant ainsi le terrain à la révolution, après des mois de protestations populaires contre le régime du Shah. Début de la révolution islamique le vendredi 8 septembre 1978, le Shah décrète la loi martiale et lance ses troupes sur une nouvelle manifestation. Durant des heures, les soldats ont tiré à vue sur les manifestants, faisant des centaines de morts et de blessés. C'est le vendredi noir. Le ressentiment et la haine provoqués par le Shah ont soudé les oppositions politiques les plus improbables, allant des marxistes-léninistes aux libéraux, en passant par les islamistes conservateurs. Quoi qu'il en soit, la révolution populaire a atteint un point de non-retour. Le 1er février 1979, Rouhollah Khomeini revient en Iran après 15 années d'exil.
Il renverse le gouvernement du Shah, le 11 février. En dépit des désaccords entre les laïcs, marxistes, anarchistes et un large panorama de groupes religieux sur la direction à donner au futur de la société iranienne, Khomeini, figure politique la plus populaire d'Iran et fin politicien, a pu poser les bases de la future société iranienne. Les premières années post-révolutionnaires voient le développement d'un gouvernement avec deux centres de pouvoir. Un gouvernement provisoire libéral et laïque a été mis en place et Mehdi Bazargan devient Premier ministre. Les religieux menés par Khomeini forment un centre séparé du pouvoir, le Parti de la République islamique, majoritaire dans le Conseil révolutionnaire qui est un organe de pouvoir pendant la Révolution. Ces groupes essaient de coopérer, mais les tensions et le désordre gagnent de plus en plus du terrain. Toutes les factions politiques cherchent à diriger le pays. L'Iran est littéralement au bord de l'explosion. Ce sont les théologiens qui rétablissent l'ordre dans le pays, en actionnant les cellules locales qui étaient aux premières loges durant la Révolution. Ces comités locaux, appelés par la suite gardiens de la Révolution, ont pris le pouvoir dans les gouvernements locaux sur tout le territoire. On est encore en 1979. Finalement, un référendum est organisé. La République islamique a été mise en place, dirigée par un guide suprême, le plus haut responsable politique et religieux en Iran et de fait, le chef de l'État. Le nouveau pouvoir à Téhéran nationalise les hydrocarbures et toutes les industries aux mains des élites pro-occidentales proches du Shah qui sont contraintes de suivre le Shah en exil. De nombreuses frictions entre les différentes factions religieuses ont lieu et la répression brutale s'est abattue sur l'opposition. Khomeini a chargé le gouvernement Bazargan, nationaliste mais pas islamiste, de rédiger une nouvelle constitution. Khomeini présente une constitution, le 18 juin 1979. À part l'établissement d'un régime présidentiel fort, cette constitution faite par des laïcs n'accorde pas au clergé un rôle important. Khomeini était alors prêt à la soumettre à référendum. Bizarrement, ce sont les partis de gauche, socialistes et communistes qui l'ont rejeté. Une assemblée des experts est créée le 18 août 1979 afin d'examiner la nouvelle constitution. Il modifie la constitution afin d'établir un État dominé par le clergé chiite. Le Premier ministre Bazargan, écœuré par le comportement de ses amis de la gauche, démissionne en novembre 1979. Les élections présidentielles se tiennent alors en janvier 1980. Bani Sadr est élu avec 76% des voix. En même temps, des étudiants iraniens, dont le futur président Ahmadinejad, prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, le 4 novembre 1979 jusqu'au 20 janvier 1980. Officiellement, les diplomates américains étaient soupçonnés d'espionnage. Les États-Unis gèlent les relations diplomatiques avec l'Iran et imposent des sanctions économiques le 7 avril 1980. Une opération de secours est alors mise sur pied par le président Jimmy Carter. Ce fut un échec et une humiliation pour l'armée américaine. L'élection de Ronald Reagan et la médiation de l'ancien ministre algérien aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Yahya, assassiné quelques mois plus tard, ont mis fin à la crise des otages. Guerre Iran-Irak. Le 22 septembre 1980, l'Irak envahit l'Iran. Les puissances occidentales et l'URSS, inquiètes de l'apparition de la République islamique d'Iran, encouragent le président irakien Saddam Hussein dans son entreprise contre l'Iran. Le but étant d'affaiblir le régime théocratique et voyait en l'Irak un pays qui pourrait évoluer vers la laïcité et le modernisme en contrepoids à l'Iran. Bon, ça, c'est pour le côté officiel. La vérité, elle, ne trompe personne. C'est de mettre la main sur les ressources pétrolières de la République islamique et rien d'autre. Au moment où les puissances occidentales fournissent des armes et des munitions à l'Irak, les Américains, toujours très pragmatiques, vendent secrètement des armes à l'Iran, c'est l'affaire Iran-Contra. Cependant, en dépit de la puissance militaire de l'Irak, le conflit s'enlise rapidement. Début 1981, les Iraniens contre-attaquent et parviennent à libérer l'essentiel de leur territoire. En juin 1982, l'Irak décrète un cessez-le-feu, mais voit son territoire envahi le mois suivant. Malgré toutes les aides apportées, l'armée irakienne fut littéralement laminée par l'armée iranienne et en janvier 1987, l'Iran lance deux grandes offensives sur Kerbala, à l'est de Bassora, où Téhéran voulait établir un gouvernement provisoire de la République islamique d'Irak. Finalement, l'Iran accepte de respecter le cessez-le-feu exigé par la résolution 598 du Conseil de sécurité de l'ONU, le 20 juillet 1987.
De la mort de Khomeini à nos jours. À la mort de Khomeini, en juin 1989, 10 ans après son retour d'exil, l'ayatollah Ali Khamenei fut choisi comme guide suprême et Ali Akbar Hachemi Rafsanjani est élu président de la République islamique d'Iran. Durant la guerre du Golfe en 1991, et en dépit du ressentiment à l'encontre de Saddam qui a contraint l'Iran à mettre toutes ses forces dans un conflit avec l'Occident, par l'Irak interposé, l'Iran a choisi la voie de la neutralité, limitant son action à la condamnation des États-Unis et permettant à l'aviation irakienne de se poser sur son territoire et aux réfugiés irakiens de pénétrer en Iran. Le président Hachemi Rafsanjani est réélu en 1993. L'Iran est plongé dans une forte récession. En 1997, Mohamed Khatami, religieux modéré, succède à Rafsanjani. Mohamed Khatami doit manœuvrer entre les exigences d'un gouvernement cherchant des réformes structurelles et une libéralisation modérée et un clergé conservateur. Le président Khatami est réélu en juin 2001. Les éléments conservateurs du gouvernement iranien œuvrent alors pour déstabiliser le mouvement réformateur, en interdisant les journaux libéraux et en disqualifiant les candidats aux élections parlementaires. Les attaques contre l'opposition et l'échec du président Khatami à réformer le gouvernement ont mis l'Iran dans l'impasse économique et politique. En 2005, l'ultraconservateur, Mahmoud Ahmadinejad est élu président. Face aux difficultés économiques et à son incapacité à apporter des réponses concrètes aux problèmes intérieurs, et pour faire diversion, il prend alors des positions publiques, hostiles à Israël et mit un coup d'arrêt aux négociations sur le nucléaire. Hassan Rouhani est élu à la présidence de la République islamique d'Iran en juin 2013. Il fait part de sa plus grande disposition à trouver un accord sur le nucléaire, malgré les sanctions économiques prises par les pays occidentaux. En 2015, un accord est trouvé sur le nucléaire. Il prévoit notamment que l'Iran n'enrichit pas d'uranium à plus de 5% pendant 6 mois, dilue la moitié de ses stocks actuels, et l'Agence internationale à l'énergie atomique, AIEA, aura désormais un accès quotidien et sans préavis aux usines d'enrichissement. En contrepartie, les Occidentaux s'engagent à suspendre leurs sanctions économiques sur l'industrie, l'automobile, le commerce de l'or ou encore les exportations pétrochimiques et à ne pas essayer d'entraver encore plus la vente du pétrole iranien, en notant que ces levées sont limitées, temporaires et ciblées, et peuvent à tout moment être annulées en cas de non-respect des engagements iraniens. En 2018, Donald Trump sort les États-Unis de cet accord et rétablit les sanctions sévères contre l'Iran qui revient en 2019 sur certains de ses engagements. Entouré, au début du XXIe siècle, par deux pays occupés et en guerre, l'Irak et l'Afghanistan, l'Iran demeure la grande puissance de la région, assurée de la stabilité de ses frontières. L'Iran tend à s'ériger en référence centrale pour le monde musulman, voire en puissance mondiale qu'aucune autre puissance saine peut ignorer.